Bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième journée au Forum in Cyber pour cette 18e édition, mon cher Loïc. Exactement. Une deuxième journée qui s'annonce sous le signe de l'innovation, des startups et évidemment de l'IA, parce que hier on a beaucoup parlé des deux grands thèmes que sont la cyber-résilience et on va dire la cyber-indépendance. Oui, on pour peut changer ça. un peu. Voilà. Histoire d'inventer un nouveau mot, un nouveau concept, on va pouvoir lancer une nouvelle mode. Et voilà. Et donc là, on va revenir sur des sujets qui sont quand même très au cœur de cette édition 2026. Ça se voit à peu près sur tous les stands, jusqu'à certaines entreprises qui se permettent de changer leur nom pour pouvoir y glisser le mot IA ou le mot AI. Oui, c'est selon. Mais bon, Voilà, preuve que c'est un vrai sujet et que ça mérite qu'on s'y attarde un peu. on va commencer cette émission pour parler un peu start-up et les start-up qui sont cette année de nouveau récompensées à l'occasion de ce salon. Oui, Et c'est puis- une tradition du FIC depuis plusieurs années maintenant. Et on va essayer de revenir un petit peu de remettre sur des- cette des notion, prix. justement, ce fil conducteur qui est celui de l'innovation. Et pour en parler, nous sommes avec Édouard de Rémur. Bonjour Édouard. Bonjour Thierry. Alors vous êtes Bonjour le Loïc. Bonjour. CEO de Virtual Browser. Tout à fait. Vous êtes c'est ça. un jeune start-upper, c'est ça? Pas tout à fait? Voilà, un récidiviste. J'ai une seconde vie. J'avais créé une première entreprise il y a 25 ans qui s'appelle Oudrive. Et là, j'en ai créé une seconde en août 24 qui s'appelle Virtual Browser. Donc c'était un retour aux sources. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Alors justement, cette innovation, parfois, elle vient d'un heureux hasard, d'un heureux rachat. Et votre histoire est assez singulière là-dessus. Voilà, en fait, on avait racheté une entreprise lyonnaise il y a environ 10 ans de cela, qui avait une technologie qui était hyper intéressante, mais qui n'était pas prête. Le marché n'était pas là. Donc on l'a incubé, on l'a maintenu, on a développé la R&D, on a fait beaucoup de recherche et d'innovation. Et puis il y a 2 ans, la techno a été prête, le marché a répondu présent, on a eu une traction très forte. Et là, on s'est dit, pour que cette pépite vive, il faut la sortir du groupe et la mettre en lumière. Donc on a créé une entreprise qui s'appelle Virtual Browser, qui a repris cette techno et qui en a fait un gros succès. Alors on va revenir justement sur ce besoin d'innover. Là, en matière de cyber, ce qui est toujours compliqué, c'est qu'on rajoute des couches, des outils, des niveaux. Et vous avez essayé de prendre le contre-pied un petit peu de... Alors vous n'êtes pas le seul, mais de cette problématique de sécurité. En tout cas, celle du navigateur Internet. Tout à fait. En fait, la cybersécurité, c'est souvent une approche réactive. On empile des couches de solutions qui vont détecter et bloquer. Notre approche est inversée, elle est proactive et repose sur la confiance. Je n'ai pas confiance dans un site web, je limite les droits. Vous n'y allez qu'avec la souris, donc vous n'avez pas de risque. J'ai davantage confiance, je vous rajoute le clavier. Davantage confiance, le téléchargement. Et si j'ai vraiment confiance, vous pouvez y aller en direct. Mais tout cela est transparent pour l'utilisateur. En fait, il ne voit absolument aucune différence. On a ce qu'on appelle une rupture protocolaire qui va vraiment le protéger contre tous les risques qui naviguent au travers du web. Et on considère que la meilleure cybersécurité ou la meilleure sécurité que l'homme ait inventée depuis des millénaires, c'est de déporter le risque. Alors, je prends souvent l'exemple de l'époque romaine où quand on voulait tuer un notable, on pouvait l'empoisonner. Et pour se protéger, il avait 2 options. Soit il sécurisait sa cuisine avec des milliers de gardes, soit il avait un goûteur qui prenait le risque à sa place. Ensuite, les militaires, quand il y avait un terrain miné, soit ils y allaient barricader, soit maintenant ils envoient un robot. Et bien notre approche est la même. Quand on surfe, on déporte le risque sur un serveur distant qui prend le risque à votre place. Et vous devenez intouchable et invisible. Justement, on va rentrer un petit peu dans la technique. Dans votre architecture, vous avez forcément un composant proxy qui intercepte le trafic HTTPS, puisque sur le web, il n'y a quasiment plus que du trafic HTTPS. Comment est-ce que vous arbitrez entre l'inspection profonde, la performance, la compatibilité et finalement le respect de la confidentialité qui joue toujours voilà, quand on est un DSI, un RSSI, ça fait partie... Alors en fait, chez nos clients, on va se chaîner à leur proxy. Donc on a un composant extrêmement léger. Leur proxy va prendre la décision et dès que le proxy aura une URL qu'il ne connaît pas ou sur laquelle il aura un doute, il va la rerouter chez nous en limitant les droits. Par exemple, si vous avez un site qui n'est pas catégorisé, oui, c'est peut-être un phishing, peut-être un site malveillant, donc je vais renvoyer mes utilisateurs dans un mode lecture seule, où ils n'auront que la souris. Et si c'est un phishing, il n'y aura pas de clavier, donc pas de risque. Si c'est un ransomware, il n'y aura pas de téléchargement, mais pas de risque non plus. Par contre, ils peuvent travailler puisqu'ils auront accès au site web. Donc plutôt que de bloquer, on donne un accès limité. D'accord. Expliquez-nous un peu, parce que
Justement, quand on regarde la menace numéro 1 du web, c'est le phishing. Enfin, dans les chiffres, tout au moins. Dans les chiffres, c'est vrai. C'est plus compliqué autrement. Comment justement on peut éviter le phishing en utilisant une technologie comme la vôtre qui finalement revient à avoir un navigateur web un peu déporté finalement. Déporté. En fait, c'est assez simple. Par définition, dans 99% des cas, le phishing est un faux site web. Donc un site web non catégorisé et inconnu du proxy. Et donc notre technologie va détecter que le site est inconnu. Et plutôt que de bloquer et entre guillemets d'emmerder tout le monde, on va renvoyer les utilisateurs sans le clavier. Donc même s'ils se font avoir par le phishing, ils ne peuvent rentrer aucune information. Ils sont complètement protégés. Si vous n'avez que la souris, vous n'avez plus d'interaction sensible avec le site web. Donc c'est à ce moment-là finalement qu'ils se rendent compte qu'ils sont face à un site de phishing. Exactement. Il s'est passé un truc très louche. Oui, il faut être prudent. Parfois les clients mettent un petit artefact qui dit attention, vous rentrez dans une zone de navigation restreinte et vos droits sont limités. Mais le principal, l'idée c'est de ne pas bloquer les gens. Que si vous les bloquez, ils râlent. De les autoriser sans leur faire prendre de risques. Et si vous coupez le clavier, il n'y a plus de phishing. Donc si vous dites tout ce qui n'est pas connu de mon proxy est transféré en mode lecture seule, vous tuez le phishing. Ouais, c'est intéressant votre insistance sur l'aspect expérience utilisateur, parce qu'en fait finalement quand on regarde bien tout ce qui est sécurité web depuis des années, c'est souvent des solutions qui ont un peu cassé l'expérience utilisateur dès qu'on est arrivé face à des applications riches ou face à de la visio, des sites qui ont de la visio, des choses comme ça. Finalement, sur quels usages modernes votre approche est à la fois solide et ne vient pas casser l'expérience utilisateur que vous avez mis en place pour ça? En fait, la principale innovation, la force du produit, c'est la transparence. L'utilisateur ne voit aucune différence entre un surf normal et un surf, entre guillemets, protégé. Et c'est ça la clé du succès. Et ce produit, de ce fait, permet d'autres usages, d'aller plus loin et devient un produit de cybersécurité populaire. Et en tout cas, il rend le ciseau populaire. Parce qu'il va autoriser plus de choses, que ce soit des sites qui étaient jusqu'ici bloqués ou l'accès à certaines IA avec plus de contrôle, l'accès à certains outils de visioconférence qui jusqu'ici étaient interdites. Et souvent, nos clients nous disent « ton produit m'a rendu hyper populaire ». Pour une fois, je markete le déploiement d'un nouveau produit de cybersécurité, alors qu'auparavant, je les mettais en douce, parce que souvent, j'étais vu comme l'empêcheur de tourner en rond. Est-ce que c'est un peu finalement une façon pour les RSSI et les DSI d'accepter le shadow IT, de se dire il y a jusqu'à une certaine tolérance, grâce à ce genre d'outils, j'ai pu à partir à la chasse finalement à des usages qui passent en dehors de mon contrôle. C'est exactement ça. La rupture protocolaire permet d'accepter un poste non maîtrisé sans prendre de risque. Donc si vous utilisez votre propre portable pour accéder à une solution du SI d'entreprise, en rupture protocolaire, même si votre poste est infecté ou si vous êtes malveillant, vous n'avez accès à absolument rien. Entre vous et le SI, c'est que de la vidéo. Donc vous n'avez pas accès aux API et vous ne pouvez pas infecter l'entreprise. Donc vous maîtrisez, le CISO va dire « Ok, j'autorise en parfaite maîtrise ». Et c'est ça son rôle. Son rôle, c'est d'apporter plus de souplesse, plus de productivité. Il est là pour aider ses collaborateurs et pas pour les embêter. On le voit souvent comme quelqu'un qui vous restreint vos droits. Le jour où le CISO va autoriser davantage de choses, là, il va prendre vraiment son rôle et il va devenir un asset pour l'entreprise. Ça veut dire que vous avez une espèce de console qui permet de piloter les règles de navigation, de téléchargement, d'accès. Comment ça se passe en fait concrètement pour le DSI et le RSSI? Alors, on va chaîner la solution avec le proxy et l'annuaire, le LDAP, et le CISO va décider quels sont les droits par catégorie d'utilisateur et par type de site web. Par exemple, si jamais il donne accès à un LM, à ChatGPT, il va dire bon, sur ChatGPT, l'ensemble des collaborateurs pourra y accéder. Par contre, je vais bloquer le copier-coller en montée. Je vais bloquer l'upload pour ne pas qu'il y ait une fuite d'informations. Par contre, je vais l'autoriser en descente. Comme ça, les gens peuvent récupérer le résultat du prompt ou de ce qu'a généré le LLM. Et dans ces cas-là, je vais donner une autorisation supplémentaire sans prendre le risque d'avoir une fuite d'informations. Et ça peut être fait pour des messagers personnels. Un GML, il va dire, là, vous pouvez vous connecter. Par contre, il n'y a pas de téléchargement ni d'upload. Les pièces jointes sont visualisées en ligne. Donc, j'autorise un outil qui est souvent indispensable pour vous. Par exemple, dans la santé, les médecins ont besoin d'avoir accès à leur messager perso. Mais souvent, le ciseau de
de l'établissement de santé ne voulait pas qu'il y ait d'interaction avec Gmail ou Yahoo Mail. Désormais, il peut le faire sans risque. Donc, il va apporter plus de souplesse. Justement, en termes de granularité dans les règles, dans les politiques de sécurité que vous définissez, on a bien compris qu'on pouvait définir des politiques par rapport à l'identité. Ça, c'est un peu une règle de base par rapport au rôle. Mais est-ce que vous avez d'autres granularités comme, je sais pas moi, le contexte, le type de contenu, la sensibilité de la donnée, pourquoi pas? Alors, on a une granularité plus forte, par exemple, pour les visios. Sur toutes les applications, on va pouvoir contrôler les droits. Sur une visio, je vais dire, vous êtes un utilisateur sensible, vous n'avez que l'audio. Thierry, je lui donne la vidéo. Et Pierre, il pourra partager son écran. Donc selon le profil utilisateur, son niveau de sensibilité, il peut avoir plus ou moins de droits. Mais maintenant, sur le contexte, là, on va travailler avec des partenaires. Si on prend le cas de l'IA, notamment des partenaires qui vont pouvoir analyser le contenu du prompt et définir si le prompt est malicieux ou bénin. Et là, l'avantage pour lui, c'est que comme nous, il n'y a qu'un seul navigateur pour l'ensemble de l'entreprise, il n'aura qu'une installation d'agents à faire pour apporter un service à 10, 20 ou 30 000 collaborateurs. Donc en termes de déploiement de ce type de plugin, c'est extrêmement souple. Vous êtes certifié CSPN par l'ANSSI, oui, de mémoire. Depuis fin décembre. Ça apporte quoi pour une start-up déjà d'avoir cette certification et derrière, qu'est-ce que ça change pour le client? Alors ça, pour nous, c'est un game changer. La première décision qu'on a prise quand on a créé l'entreprise, c'est d'aller voir l'ANSSI pour passer un CSPN. Pour deux raisons. Un, parce qu'ils vous font progresser. L'obligation d'être au top niveau de la cybersécurité pousse les équipes à progresser. Ça, c'est le premier élément. Mais en termes de confiance pour les clients, c'est un game changer. C'est-à-dire que les clients n'ont pas le temps d'auditer tous leurs prestataires, n'ont pas le temps de faire des pen tests sur tous leurs prestataires. Et quand ils voient une solution qui atteint un niveau de sécurité suffisamment élevé pour obtenir un CSPN, ils sont en confiance. Et dans ces cas-là, le cycle de vente peut être raccourci. Donc pour nous, c'est un sésame pour aller voir tout type de clients, même les plus sensibles, et leur donner confiance très rapidement. Vous voyez justement, quand vous abordez les clients, le côté être start-up française, le côté dépendance, est-ce que c'est des thèmes qui soudain sont apparus dans votre relation avec les clients et dans votre quête de clients ou ça reste des sujets qui ne sont pas forcément, en tout cas dans le cadre de Virtual Browser, super abordés? Alors, c'est intéressant, c'est un nice to have, mais ce n'est pas un élément qu'on va forcément mettre en avant. La souveraineté, c'est extrêmement important, mais malheureusement, dans la tête de certains clients, c'est vu comme une faiblesse. Un outil utilisé pour les solutions qui veulent compenser un retard. Donc, on ne le met pas en avant. On met en avant la solution. Par contre, c'est un plus. C'est sûr qu'aujourd'hui, travailler avec un acteur français souverain quand on est une entreprise, par exemple, de défense, c'est extrêmement intéressant. Mais ce n'est pas l'élément déclencheur. Voilà, c'est un accélérateur, c'est le nice to have. Édouard de Rémur, cette reconnaissance, ce prix, ce double prix qui vous est remis à l'occasion de ce salon, qu'est-ce que ça vous apporte également? Parce que c'est aussi un des messages qu'on aimerait faire passer à d'autres qui aimeraient être challengés l'année prochaine au travers de ce prix. Qu'est-ce que ça apporte? Alors, à nos yeux, le Grand Prix du Forum Cyber est le prix le plus prestigieux pour une start-up dans la cybersécurité en Europe. Donc ça vous apporte une visibilité qui est extraordinaire. Le prix sera remis officiellement cet après-midi, mais il a été annoncé il y a quelques semaines. Et déjà, certains clients nous ont contactés en disant, un, bravo, et deux, c'est extrêmement rassurant, ça donne une image d'innovation qui est forte. Donc, pour une start-up, on a besoin de cette mise en lumière pour être beaucoup plus visible. Parce que le problème de toutes les start-up, c'est la visibilité. On n'est pas forcément très connu, on n'a pas des budgets marketing aussi forts que nos concurrents américains. Donc, on va compenser par cette excellence qui vous donne des prix et qui vous met en lumière. Si vous deviez donner des conseils, parce que il faut le rappeler, vous êtes quand même un peu multirécidiviste. Donc, comment est-ce qu'on attaque de nouveaux marchés, notamment à l'export? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir des soutiens financiers? Parce que la plupart du temps, la fragilité pour rester, on va dire, j'allais dire vivant, non, mais pas racheté en tout cas par des gros leaders. Comment est-ce qu'on peut développer son activité sereinement et gagner ses parts de marché, notamment à l'international? Alors, si je devais donner deux conseils, le premier, le plus important, c'est l'humain. Aujourd'hui, notamment avec l'IA, choisissez les bonnes personnes,
parce que c'est ce qui va tout changer chez vous. Vous n'avez pas besoin d'embaucher beaucoup de gens. Prenez juste des gens qui sont très compétents et augmentez-les avec de l'IA. Donc l'élément décisif, c'est le recrutement. Passez du temps. Un mauvais recrutement pour une start-up, c'est 50 000 ou 100 000 euros de perdus. C'est des retards dans le développement. Donc souvent, on ne passe pas assez de temps en entretien à évaluer ces candidats. Donc le recrutement, c'est la clé. Deuxième conseil, cash is king. Aujourd'hui, trouver de l'argent, c'est difficile. Le marché est beaucoup plus fermé. Donc ne dépensez pas, gardez de l'argent. Si vous voulez faire une levée de fonds et que vous n'avez plus d'argent, vous n'allez pas négocier. Si vous êtes fort financièrement, vous allez être fort dans la négo et vous allez rassurer vos investisseurs qui verront que vous ne cramez pas l'argent bêtement et que vous savez gérer une trésorerie. Parce qu'il y a 10 ans, on ne vous parlait que de croissance. Cramez, faites de la croissance. Aujourd'hui, on vous dit, on veut de l'EBITDA, on veut de la stabilité, on ne veut pas remettre au pot. Si on mise sur vous, c'est pas sûr qu'on vous suive dans 5 ans. Donc, ayez une gestion en bon père de famille, dépensez bien ce qu'on va vous donner comme argent. Et pour ce qui est du cap à tenir, parce que la plupart du temps, vous l'avez rappelé, hein, le rachat d'une petite activité posée dans un coin qui était peut-être visionnaire, mais pas en phase avec la technologie. Comment est-ce qu'on peut arriver parfois justement à jauger le fait de tenir le cap ou parfois de pivoter? Alors, le plus important, c'est de ne pas se disperser. C'est-à-dire que quand vous avez une idée... Quand être focus. Voilà, il faut être focus. Ne lancez pas 50 fonctionnalités différentes. Soyez bon dans votre cœur business. Si vous avez une feature qui est importante pour votre client, par exemple que ce soit stable, transparent et que ça fonctionne à grande échelle, concentrez-vous là-dessus. Les features exotiques, faites-les plus tard quand vous aurez les équipes suffisamment scalées pour. Mais restez focus sur un objectif, un marché. Ne faites pas grand compte, PME, ETI. Si votre marché cible, votre ICP comme on dit souvent, c'est le grand compte, restez sur le grand compte. Même si demain vous avez une opportunité pour des PME, ça va défocuser votre R&D, défocuser votre marketing. Vous aurez 2 messages à transférer, à transmettre, et ce sera trop pour une start-up. Donc, un marché, un produit, on reste focus. Et pour innover, comment est-ce qu'on fait pour trouver de nouvelles idées aujourd'hui? Parce que le marché, il est encombré. On le voit, en Europe, c'est environ 850 solutions. Et ne pas se disperser, c'est bien, mais il faut aussi trouver l'idée, parfois avoir de la chance. C'est un mix ça tient à quoi? La curiosité, c'est l'élément le plus important, je pense, dans les équipes. Il faut qu'ils restent curieux, qu'ils regardent ailleurs, qu'ils se cultivent, qu'ils lisent, qu'ils écoutent. Et l'idée, elle viendra. Après, il faut l'identifier. Donc ça, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas innover tout seul. Il faut partager l'information avec vos équipes. Et c'est collectivement qu'on arrive à innover. Si jamais vous êtes seul dans votre coin en disant « j'ai trouvé la solution, on va faire comme ça », vous avez une chance assez forte d'aller dans un mur. Et comment on fait pour avoir de la traction avec le marché? Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'avoir des clients. Donc forcément, on dit l'adhérence au marché, c'est un joli mot. Mais concrètement, ça veut dire trouver des clients et des clients. Alors, un élément important, c'est la transparence. Vos clients, ils ne sont pas bêtes. Soyez honnêtes. Montrez-leur la solution. N'hésitez pas à leur montrer vos faiblesses parce qu'ils vont en tenir compte quand ils vont faire des POC. Donc si vous êtes transparent avec eux, déjà vous avez gagné une longueur d'avance. Après, les prix comme le Grand Prix du Forum, c'est une visibilité. Il faut avoir un marketing qui soit simple et que les clients comprennent ce que vous faites. Soyez compréhensifs, soyez simples, et soyez transparents, soyez authentiques. Merci Édouard de Rémur pour tous ces bons conseils. Je rappelle que vous êtes le CEO de Virtual Browser, celui qui cette année a remporté le Grand Prix. Voilà. Merci Bravo, beaucoup, félicitations. Messieurs. Merci Loïc. À très bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Donc on continue justement, on veut savoir qui sont ceux qui l'emportent cette année à l'occasion. Voilà, notre exploration des startups, comment on dit, récompensées. Voilà, et maintenant nous a rejoint Tanguy Dution, c'est ça? C'est tout à fait ça. Alors vous êtes le CEO Avanou. Avanou. Exactement. Un peu années 2000, Wanadoo, Yahoo, voilà, tout ça. Et vous avez emporté le prix de l'impact opérationnel, je crois que c'est ça? C'est tout à fait ça, exactement. Alors on va peut-être présenter un peu Avanou 2 secondes avant. Moi je le vois comme ça, c'est-à-dire que c'est un peu une solution anti-angle mort pour les DSI et les RSSI. Vous croyez
connaître votre parc d'applications SaaS et les usages de l'IA. En fait, regardez, on va vous allumer la lumière et vous allez voir tout ce qui était dans l'ombre. C'est un peu ça. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de trouver cet angle mort et de dire, attention, les gens l'utilisent de toute manière. Beaucoup l'utilisent d'ailleurs, l'IA même personnelle, en fait, typiquement au sein de l'entreprise. Et on va mettre la lumière dessus, on va comprendre le cas d'usage pour pouvoir derrière sensibiliser les gens au moment où ils utilisent ces technologies, justement. Alors, comment on arrive à avoir ce genre d'idée? Voilà, parce que le thème, c'est pas seulement de parler de vos innovations, mais surtout comment on trouve une bonne idée. Comment un jour, justement, on est éclairé ou on a été éclairé sur ce chemin de l'innovation. En clair, comment vous est venue cette idée? D'accord, bon, large question, effectivement. Moi, je viens du monde de la tech. Par contre, je viens pas du tout du monde de la cyber à la base. Moi, j'ai fait mes armes chez Google à l'époque, quand j'étais plus jeune. Et puis après, j'ai travaillé dans une société qui s'appelle Asana, qui est un logiciel SaaS et qui utilise le Shadow IT comme une arme de vente. Donc en fait, c'est une application qui est utilisée en gratuit par les employés. Ouais. Et puis une fois que c'est un peu partout, ils vont voir le DSI en disant « mais tu sais qu'on est déjà présent partout ». Et moi, je me suis dit, c'est quand même assez étrange que justement quelqu'un puisse l'utiliser en interne, mettre déjà des fichiers confidentiels dedans, utiliser dans des projets. Et donc c'est concrètement de là que vient l'idée de se dire « mais c'est vraiment pas normal, le DSI en fait, il n'a pas vu le truc venir, alors qu'il y a déjà tout le monde qui l'utilise. Comment on va l'aider à voir justement ce logiciel, le voir venir concrètement cette menace interne. Est-ce qu'au fond... c'est pas difficile d'aller voir un client en lui expliquant que regardez, vous avez complètement perdu la main en fait. Je pense qu'à l'époque ça l'était. Avec l'IA, ils ont tous compris que de toute façon ça va beaucoup plus vite que le Shadow IT de l'époque, je vais dire. Et le Shadow AI, c'est de toute façon un outil qui a été utilisé à la maison avant d'être utilisé au travail. Pour la première fois, quelque part, les employés avaient un outil plus puissant chez eux que ce qu'ils avaient au travail. Et donc, ils ont envie de le ramener au travail pour une question de vélocité et d'agilité. Et donc, par principe, les DSI, les RSSI sont déjà au courant que ça va beaucoup plus vite que ce qu'ils voient et qu'ils ont déjà perdu la main sur le sujet. Alors, Tanguy Dution, on va revenir un petit peu sur, au-delà d'avoir une idée, Édouard de Rémur nous le rappelait, il faut savoir s'entourer. Alors vous êtes combien aujourd'hui sur cette barque partie à l'aventure? On est 10 aujourd'hui, on a lancé la société début 2024. L'objectif, c'est pas de faire une société où on devient 2000 employés. Nous, on a envie de rester plutôt petit, corps, et d'avoir énormément de partenaires. Donc on travaille avec beaucoup de partenaires. Pour en citer quelques-uns, c'est Orange Cyberdéfense, c'est Advance, ce genre de sociétés, qui vont nous permettre justement d'aller à la fois très très bien accompagner les clients avec des experts du milieu, et évidemment pour nous de trouver de nouvelles sociétés et de faire parler de nous. Donc l'idée, c'est de ne pas être beaucoup, donc on est 10. Agir en écosystème. Exactement, c'est tout à fait ça. Et ça va nous permettre aussi d'aller sur différents pays en Europe de manière accélérée. Alors aujourd'hui, vous êtes présent où? On est présent surtout en France, ouais. Et quelques pays, typiquement la Belgique, la Norvège qui démarre, et très rapidement UK, Allemagne et Europe du Sud. D'accord, donc focus sur l'Europe, mais... à 100% sur l'Europe. À 100% sur l'Europe. Tout à fait. Alors comment justement vous voyez cette configuration européenne? Parce qu'on dit souvent que la difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir des acteurs européens qui soient suffisamment forts. Comment est-ce que vous voyez, vous, les choses, et comment vous envisagez justement un déploiement européen qui soit légitime dans chacun des pays où vous allez vous installer? Alors, deux choses. La première, c'est que niveau technologie, en face de nous, on a surtout des Américains et des Israéliens. Évidemment, très intrusifs. En ce moment, ils n'ont pas forcément la cote en Europe, et donc ça, c'est plutôt bon pour nous. Et comment est-ce qu'on va fonctionner? Effectivement, il y a des barrières de langage, des barrières de culture, évidemment, en Europe, très difficiles. L'idée, c'est de travailler avec ces partenaires qui sont locaux, qui connaissent les clients, qui parlent leur langue, et nous, de travailler avec eux pour leur donner les armes, justement, pour accompagner les clients de la meilleure des manières possibles. Donc, on va utiliser ce réseau de partenaires pour pouvoir faire ça de la meilleure des manières possibles. Et côté financement, parce que la clé, rappelée par Édouard de Rémur, c'est le cash. Tout à fait. Donc il ne faut pas trop en cramer, il faut trouver rapidement des clients. Comment on arrive à trouver justement un chemin vertueux pour arriver à l'équilibre tous les mois et pas se faire des frayeurs? Tout à fait. Alors nous, je pense qu'on a eu la chance déjà d'arriver après le Covid, où il y a eu beaucoup de catastrophes, des gens qui ont levé beaucoup trop, qui ont, comme tu le disais, cramé énormément d'argent et derrière ont dû licencier, etc. On a appris, on va dire, des anciens, entre guillemets. On apprend des erreurs des autres. Exactement, c'est tout à fait ça. On a eu la chance de lever très très rapidement avec un fonds cyber qui s'appelle Auriga Cyber Venture. Ils sont absolument géniaux et ils nous accompagnent énormément du coup sur ce sujet-là. Et donc de notre côté, c'est effectivement avoir la bonne balance entre cette levée de fonds, ce cash, ne pas grossir trop vite, comme je le disais juste avant,
Et de l'autre côté, évidemment, avoir les clients qui arrivent très très fort. Alors Tanguy, on va revenir justement sur cet accompagnement, parce que ça, c'est des choses dont on parle peu. Oui. Le rôle aujourd'hui des fonds, c'est pas juste de mettre du cash sur la table, c'est d'amener des compétences, des gens qui ont de l'attraction, un réseau important, ont donc de l'expérience. Qu'est-ce qui a été important pour vous justement de ce côté-là? Alors au-delà du réseau et des introductions, pour moi ce qui est important avec Auriga Cyberventure, c'est qu'ils ont une vision du marché presque de devin, dans le sens où ils ont vu des patterns dans le passé, ils comprennent évidemment ce qui va se passer aussi demain, et ils sont capables de m'apporter une vision là-dessus. Moi j'ai souvent la tête dans le guidon évidemment, nous on est sur notre secteur, ça Donc, travaille très fort. Ils vous aident à tenir Ils m'aident à prendre de la hauteur, exactement, prendre de sur le la marché. hauteur. Où va le marché? Quelles sont les problématiques des RSSI au-delà de notre marché? Donc ils vous aident à garder le cap, le focus, et pas vous éparpiller, c'est ça? C'est un mix des deux. Un mix des deux. Ils m'aident à ouvrir les yeux sur potentiellement d'autres chemins et potentiellement effectivement à garder le focus en me disant vous êtes évidemment sur le bon chemin, donc gardez le cap et ça va être intéressant. Alors prochaine étape pour vous, c'est de quoi? C'est de continuer des développements, c'est une intensification, donc vous l'avez évoqué déjà d'un point de vue commercial. C'est quoi? Trouver de nouveaux partenaires? Alors niveau commercial, effectivement, nous on se structure en interne évidemment et on travaille avec beaucoup de partenaires. Travailler avec des partenaires, ça prend du temps. C'est le temps long et c'est très bien le temps long. Mais du coup, effectivement, c'est structurer toute cette partie partenariat. Et évidemment, de l'autre côté, c'est amener à terme. Aujourd'hui, les cycles de vente sont de plus en plus longs, hein. Les grands comptes ont des frises de budget. Ils ont les Américains qui augmentent les budgets, les factures très fort. Oui. Donc c'est assez compliqué pour eux, c'est assez tendu, le marché est tendu. Et donc c'est amener au bout tous ces cycles de vente qui sont relativement longs avec des très grosses entreprises françaises et européennes. Tiens, on l'évoquait Loïc ce matin, l'IA, là on n'en parle pas trop, mais j'imagine qu'il y en a chez vous. À quel niveau? C'est sur le développement? C'est sur des nouvelles features? Comment vous voyez les choses justement? Parce que vous avez dit quelque chose qui est important. On veut rester core, mais aujourd'hui quand on voit comment justement se refaçonne, on va dire l'informatique moderne d'aujourd'hui avec des choses assez extraordinaires qui changent quasiment toutes les semaines. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, de votre côté, et qu'est-ce que vous recommanderiez ou pas? Très bonne question. L'IA, elle est déjà effectivement partout, mais elle n'est pas partout. Dans le sens où on est une solution Shadow AI. Le but, c'est pas de lutter contre, c'est plutôt d'accompagner et de voir les usages. Donc dans notre solution aujourd'hui, il n'y a pas d'usage d'IA Core qui va analyser les données. Demain, peut-être, mais ce sera fait de la bonne manière, justement, probablement on-prem, avec des modèles probablement locaux ou différents au choix du client. Pour ce qui est de l'utilisation interne, effectivement, j'ai la chance d'avoir des développeurs exceptionnels qui ont compris effectivement que l'IA va leur permettre de faire x4, x5 en termes de développement, mais toujours évidemment de la bonne manière. C'est-à-dire que utiliser un peu trop l'IA pour du code, c'est aussi potentiellement avoir des biais, des failles directement dans le code. Donc ils le font de la bonne manière, ils se relisent entre eux, ça se fait très bien. Et donc c'est utilisé surtout sur cette partie-là, sur comment est-ce qu'on garde cette vélocité donc, par rapport à tout le marché. Ouais. Exactement, vraiment un accélérateur, tout à fait. Vous avez eu le prix de l'impact opérationnel. À votre avis, votre impact le plus fort, c'est quoi? C'est l'impact sur les budgets de l'entreprise, parce que par exemple, en reprenant le contrôle, on arrive à mieux gérer les licences. Est-ce que votre impact le plus important, c'est celui de la réduction du risque, ou est-ce que finalement, c'est le fait de révéler peut-être tout ce qui ne va pas en interne et les problèmes de communication éventuellement entre la DSI et ses métiers? J'ai envie de dire un peu des trois. Ouais. C'est évidemment pour moi le second point. C'est vraiment réduire les risques parce qu'évidemment le Shadow AI et Shadow IT c'est 65% des applications aujourd'hui. C'est aussi une cyberattaque sur 3. Donc concrètement si on réduit le Shadow AI, si on réduit le Shadow IT, on réduit sa surface d'attaque. C'est vraiment ça l'objectif, c'est dire à partir du moment où j'ai cette visibilité, je vais pouvoir mettre une gouvernance en place de tous les usages. Et donc, je vais pouvoir réduire mes risques par définition. Et l'expérience que vous avez justement dans les premières entreprises dans lesquelles vous avez commencé à déployer, cette réalité des usages SaaS et IA, c'est quoi? Ça se traduit comment? C'est quelques outils oubliés à gauche et à droite, ou en fait c'est tout un continent caché que soudain... C'est tout un continent. C'est tout un continent. Tout à fait. Il y en a un peu partout. Il y a plein de cas d'usage différents, justement. Si on reprend que l'IA, et c'est encore une fois... L'IA, c'est qu'un pan, mais on va avoir du I Love PDF, on va avoir du WeTransfer, on va avoir des SaaS comme Notion, comme Asana, de gestion de projet. Il y a de tout.
Si je prends juste l'IA, on va avoir des cas d'usage différents. Certains vont utiliser Claude pour du code, certains vont utiliser Claude pour créer des présentations, certains vont utiliser du Firefly pour enregistrer les meetings. Et donc c'est encore une fois des informations confidentielles qui partent automatiquement dans un cloud, souvent on ne sait pas où. Donc tout ça, effectivement, c'est plein de cas d'usage, plein de solutions différentes qui souvent passent au travers et sur lesquelles on n'a pas la visibilité aujourd'hui. Merci Tanguy Dudion. Merci. Je rappelle, vous êtes donc le CEO d'Avanou, Tout à fait. voilà, et qui a obtenu le prix de l'impact opérationnel pour sa plateforme automatisée qui lui permet de cartographier en continu l'ensemble des applications SaaS utilisées et de rationaliser l'usage des licences tout en évaluant les vulnérabilités de sécurité et de conformité. Bien résumé. Exactement, c'est parfait. Et puis je vous laisse avec Nicolas qui est exceptionnel derrière. Donc vous avez un invité de choix pour la suite. transition. C'est bien, on a même pu à faire les présentations. Ah bah, fantastique. Bon bah, Merci, Nicolas. Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Nicolas Merci beaucoup. Baudin, donc vous êtes le CEO de Label for AI. Absolument. Alors là, il y en a dedans, hein, pas de l'AI, de l'AI. Et on va dire que vous avez reçu 2 distinctions, c'est ça? Je ne me Oui. trompe pas, vous êtes à la fois prix de la recherche et prix du coup de cœur. Absolument. La tête et le cœur, oui. Alors, Label for AI, c'est quoi? Alors, Label for AI, elle est née d'un constat qui peut paraître évident, mais où la solution n'est pas évidente. En fait, on est complètement aujourd'hui, désolé, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais complètement submergé de contenus qui sont générés par intelligence artificielle. Et là où c'était quand même plutôt du gadget au départ, le niveau d'industrialisation et de réalisme de ces contenus-là font que aujourd'hui, même pour un œil averti, c'est impossible de déterminer la nature réelle d'un contenu. Pour les images, c'est acquis. Pour l'audio, c'est quasiment fait. Et la vidéo, ça dépend des vidéos, mais c'est le cas. Et donc, de fait, nous, on s'est dit, c'est quand même dommage d'arriver dans un monde comme ça où la confusion va devenir le maître mot. Donc, notre mission, nous, c'est de tracer un trait entre ce qui est synthétique de ce qui est authentique. On ne parle pas de vrai ou de faux parce qu'on est résolument pro-intelligence artificielle. Simplement, nous, on pense que cette technologie doit dire son nom quand elle est là. Alors quand vous dites synthétique, c'est intéressant de définir le synthétique. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu, on utilise l'IA pour faire de la correction, pour faire de la reformulation, pour refaire des résumés. Donc c'est la création de contenu from scratch ex nihilo, ou c'est aussi la capacité de détecter des choses qui sont un peu un mélange de tous les genres? J'adore cette question. En fait, c'est un petit peu tout. La seule exception, c'est aujourd'hui, ça va être le texte. On ne fait pas de la détection de texte généré. Pourquoi? Parce que notre valeur principale, c'est l'intégrité et l'objectivité. Et aujourd'hui, la détection de texte, unanimement, d'un point de vue académique, n'est pas suffisamment fiable pour être une solution qui est vendue, en toute honnêteté. Donc, c'est tout le reste. L'image, la vidéo, l'audio et les documents en tant que tels, puisque un document n'est pas du texte, mais donc une structure, une image, et sur des contenus qui sont 100% générés, et des contenus qui sont aussi modifiés de façon traditionnelle, Photoshop, Paint, mais aussi, et c'est de plus en plus le cas, des modifications par intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que la grande révolution du paradigme, c'est que ces outils-là sont très peu chers, très accessibles, et dans le sens où il est très facile de s'en servir. Là où avant un Photoshop, fallait quand même un petit peu d'expérience, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, n'importe qui, finalement, peut devenir un fraudeur très facilement. Mais du coup, ça se traduit comment? Vous faites quoi? Vous faites du tatouage numérique d'un côté et puis vous avez des mécanismes d'analyse. Comment ça marche concrètement? Il y a quoi dans la plateforme? Alors en fait, quand nous on travaille sur 2 technologies. Je parle assez peu souvent du watermark parce que ça rend le message un peu plus confus, mais effectivement, c'est une expertise qu'on a de pointe et qui permet de marquer des contenus à la source et donc de les détecter ensuite, de façon extrêmement fiable. Oui, avec l'idée de dire, plutôt que de détecter du faux, on essaye de prouver du vrai. Exactement. C'est les 2 approches pour déterminer la nature d'un contenu. C'est soit on authentifie, soit on détecte que c'est faux. Et finalement, la détection du faux est une solution, je veux dire, de repli par rapport à l'authentification du vrai. Mais on n'a pas toujours le cas en fait, de pouvoir l'occasion de tatouer les contenus. Ouais. Donc de fait, on est plutôt sur la détection à proprement parler aujourd'hui. Maintenant, les choses vont changer. Et ça, bon, je n'avais pas prévu d'en parler, mais on va le dire. Désolé. Les choses vont changer puisqu'à partir donc, du 2 août ou du 2 novembre, en fonction du vote de l'omnibus ou non, tous les contenus générés par intelligence artificielle devront être détectables automatiquement par machine, au titre de l'AI Act, donc règlement européen. Nous, on fait partie avec la société Kix
des 2 seules entreprises françaises privées autour de la table sur la détermination des techniques qui seront employées. Et on parle tous les jours, enfin j'exagère, toutes les semaines avec la Commission européenne dans ces groupes de travail pour déterminer la méthode. Donc ça veut dire qu'à partir d'un moment donné, les contenus non marqués vont devenir l'exception. Et c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que notre expertise de détection va être ramenée sur va être cornerisée sur des modèles open source ou un peu plus underground finalement. Mais ça veut dire que la technologie doit être implémentée au niveau des modèles eux-mêmes ? Oui, absolument. On peut le faire. Alors oui. C'est le plus. C'est le plus simple, c'est de passer comme ça. C'est quand même le plus simple de le faire. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, on a Google qui le fait pour l'intégralité des contenus que lui génère de ses productions. Absolument. Mais voilà, nous on est plutôt pro naissance d'acteurs tiers de confiance comme nous pour en fait éviter des petits problèmes de mettre les clés du camion de la vérité dans les mains d'une entité qui soit non européenne. Alors, Nicolas, qui sont vos premiers clients aujourd'hui ? Alors, nos premiers clients, on a décidé de se focus sur là où il y a un impact qui est direct, et c'est-à-dire le secteur des banques, des assurances et des mutuelles. Les déclarations de sinistres falsifiées, c'est un très bon exemple qui parle à tout le monde. C'est un problème qui est en explosion. En termes de pourcentage, c'est plus 300% sur les 6 derniers mois, à peu près. C'est phénoménal parce que ces outils sont très facilement disponibles. Alors c'est pas nécessairement la création de faux dommages, mais c'est un peu une accentuation. Et donc quand ça va être sur du self-care, c'est-à-dire sans intervention d'un expert et que le processus est automatisé, ça devient un fléau. D'où l'importance de détecter cette fraude. Alors cette idée nous paraît limpide. Ceci dit, comment est-ce que, d'un point de vue opérationnel, vous avez réussi à financer, accompagner cette belle idée ? Alors, je pense que le point central, c'est qu'on a réussi à rassembler une équipe d'exception. On a vraiment des chercheurs de très haut niveau. On a Vous êtes combien à ce jour ? Aujourd'hui, on est 8 dans l'entreprise et surtout une population très tech qui est issue des laboratoires, et on a surtout des liens qu'on continue d'entretenir avec les laboratoires, notamment de l'INRIA, du CNRS et l'Université Federico II de Naples, qui sont des 3 laboratoires extrêmement reconnus dans notre domaine d'expertise. Ça nous permet finalement d'avancer avec des moyens en termes de R&D, en termes de perspective sur ce qui va arriver, en termes d'innovation et de capacité finalement de travail, qui sont très largement supérieurs à la taille de l'entreprise. Et par ailleurs, on est sur un domaine qui est quand même très très innovant. Et à partir de là, sans les laboratoires, c'est très compliqué. D'ailleurs, le marché est en train de se structurer et l'intégralité des acteurs sérieux, parce qu'il y a aussi des acteurs assez peu sérieux sur le marché, sont adossés. Ouais, c'est un peu la plaine. Comme toute technologie qui explose. En fait, je vais vous dire, je fais une petite parenthèse là-dessus. Le problème, c'est que c'est plutôt facile de faire croire qu'on fait bien ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il suffit de dire oui, on pense que c'est de l'IA ou que c'en est pas. C'est pour ça qu'il y a autant de détecteurs de texte qui existent sur Internet ou de technologies qui sont ouvertes au grand public. C'est une erreur. Parce qu'on les contourne, et puis surtout, globalement, vous avez une chance sur 2 de vous tromper. Oui, c'est ça, oui. Donc il suffit de tomber bon sur faire des statistiques. Vous n'êtes pas trop mal. Donc c'est vrai que c'est une des complexités, c'est de montrer que ce qu'on fait, on le fait sérieusement. Et donc oui, avec les laboratoires, et donc de fait, avec cet ancrage vraiment académique extrêmement sérieux, ça nous a permis d'aller faire un tour de seed qui est quand même confortable, enfin de pré-seed pardon, un peu plus, quasiment 1,5 million auprès de business angels, des entrepreneurs chevronnés et qui ont cru au projet et qui nous permettent aujourd'hui d'avancer sans trop se poser de questions. Évidemment, il y aura d'autres tours de financement, mais ce n'est pas du tout la priorité pour nous aujourd'hui. Votre ambition, c'est quoi ? C'est de devenir un standard européen de la traçabilité IA ? Oui. C'est ça finalement ? Oui, très clairement. On ne sera pas seul, c'est d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle qu'on soit plusieurs, mais on veut devenir un acteur incontournable et à minima le fer de lance de la recherche française dans notre secteur. Alors quelles sont vos prochaines étapes ? C'est quoi ? C'est l'acquisition de marchés nouveaux en Europe ? C'est trouver des partenaires ? Alors les prochaines étapes, elles sont relativement aujourd'hui limpides. C'est confirmer cette traction qui est déjà en accélération. L'entreprise a seulement à peu près 1 an et la commercialisation est très fraîche. Et pourtant, ça prend déjà...
on travaille beaucoup, je ne vais pas vous mentir. Et donc c'est de confirmer ça, et secteur par secteur. Aujourd'hui, on est vraiment sur banque, assurance, finance, mais on a déjà plusieurs POC dans d'autres d'autres secteurs industriels, typiquement ce qui va être les plateformes, le trust and safety, le KYC, l'onboarding des clients de façon un peu plus générale en dehors de ces secteurs-là. Donc voilà, c'est vraiment structurer le marché et puis de le suivre. Parce que, évidemment, encore une fois, j'en reviens sur le fait que le marché est très neuf et donc de fait, il change vite, il évolue vite et il faut faire très attention à ne pas se faire dépasser et à rester à la pointe de ces sujets-là. Alors le fait qu'un élément de preuve utilise des moyens d'IA n'est pas forcément quelque chose qui pointe quelque chose de faux. Comment on peut justement améliorer, vous parlez de KYC, le besoin justement de vérité? Parce qu'aujourd'hui, avec toutes comme vous le rappelez, l'ensemble des régulations qui existent pour déterminer l'origine d'un marché, des matières premières et autres, ce qui devient compliqué, c'est d'arriver à avoir une traçabilité absolue et puis derrière, de bout en bout, avoir cette sécurisation, d'avoir de l'information qui ne soit pas falsifiée. Donc c'est au-delà de l'IA. L'IA peut être utilisée comme un outil, un vecteur d'analyse. On voit de moins en moins d'hallucinations d'ailleurs sur bon nombre de modèles. Comment est-ce qu'on peut justement accompagner ce besoin de vérité? Le besoin de vérité, il passe par le marquage, la traçabilité, le plus en amont possible dans la chaîne de production. Plus tôt vous remontez, plus vite vous assurez qu'il n'y a pas eu, c'est un principe de cyber, où il n'y a pas eu d'interception plus ultérieure, plus en aval. Plus tôt à la source, mieux c'est. Exactement, ça c'est le principe. Et ensuite, c'est pour ça qu'on travaille sur ces deux aspects, marquer le plus possible à la source et ensuite détecter plus en aval. Mais il n'y a pas de principe absolu, il n'y a pas de silver bullet sur ces pratiques-là, surtout en détection forensique. On combine le plus possible de détecteurs, le plus possible de partenariats pour être à la recherche de la vérité. Et la vérité, c'est pareil, c'est pas une notion absolue. Je ne vais pas rentrer dans les notions politiques parce que ça... Absolument, on le voit bien avec l'interprétation des différents modèles de ce qui s'est passé, Exactement. Notamment au niveau historique entre un modèle chinois et un modèle américain, par exemple. Oui. Mais c'est vraiment... la notion de vérité, pour nous, elle est contextuelle. C'est-à-dire que l'IA peut être la modification, on ne va pas parler d'IA, mais la modification d'un contenu peut être considéré comme quelque chose de parfaitement acceptable dans une démarche artistique par exemple, et parfois c'est suffisant pour démontrer une malhonnêteté dans l'intention. Typiquement, je vais revenir sur les exemples des assurances. Si dans le cadre de votre analyse, la photo qui a été envoyée par le client final comporte des traces de modification, par essence, c'est problématique. Et donc de fait, c'est toujours une question de dans quel contexte on vient s'inscrire. Et quand il y a un doute, il y a un loup. Nicolas Baudin, vous êtes le CEO de Label for AI, une entreprise à suivre, une start-up à suivre, qui sera cet après-midi récompensée pour le prix de la recherche et le prix du coup de cœur. Voilà. Merci Bravo beaucoup. à vous. Bravo. Et à toute votre équipe. Merci d'être passé sur le plateau. Et on va enchaîner par... Jean-Baptiste Guckmann. le dernier des lauréats Voilà. de cette Installez-vous. génération 2026. Donc Jean-Baptiste, bonjour. Alors vous êtes le directeur et ingénieur des ventes de Kevlar AI. Kevlar, alors, expliquez-nous un peu ce qu'est Kevlar AI. Alors, on a l'impression que vous avez la peau solide. Exactement. C'est du Kevlar. on est la dernière couche de protection. C'est d'où le nom Kevlar. Donc Kevlar AI, en fait, on est une solution d'investigation SOC basée sur l'IA. On a été fondé en 2023. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux ingénieurs qui viennent du monde de l'IA qui ont fondé la solution. Et ils apportent je dirais une vue différente sur la cybersécurité de par leur background IA. Oui, vous avez eu, je crois, le prix de la croissance, c'est ça? Tout à fait. Je ne sais pas trop ce que d'ailleurs ça veut dire, le prix de la croissance chez nos amis du Forum InCyber. C'est le fait qu'entre 2023 et maintenant, vous avez... On a bien grossi. Vous avez bien grossi. on va dire ça. On a fait de l'acquisition de clients. On a pris de très beaux clients et de très beaux partenaires. Surtout sur l'année écoulée, l'année 2025. Où on a annoncé de très beaux partenariats et de très beaux clients. Alors justement, l'objectif de notre émission, c'est de parler un peu justement d'innovation, comment on arrive à innover, être accompagné.
justement arriver à trouver de la croissance, trouver un écosystème. Pour vous, alors qu'est-ce qui s'est passé sur cette année 2025 pour que vous soyez à ce point mis en lumière? Alors, on a beaucoup travaillé déjà pour y arriver. C'est bien, bravo. On a fait beaucoup d'évangélisation parce que le marché est relativement nouveau. Mais en fait, moi je suis responsable avant-vente. On a beaucoup mis notre solution en test chez des grands clients. Et visiblement, les tests ont été plutôt concluants et ont amené énormément de valeur. On n'a quasiment jamais perdu après avoir testé notre solution. Donc on a signé des très gros MSSP par exemple, où d'autres personnes vont nous dire mais pour rentrer chez le même on a mis 5 ans et nous on a mis 9 mois. Donc on a une vraie valeur ajoutée sur la solution technique et on travaille vraiment avec des personnes qui sont, je dirais, moteurs dans tous les sens du terme dans l'entreprise, que ça soit au sens technologique mais aussi au sens commercial. Parce qu'on a fait vraiment de belles acquisitions. Dans votre solution, ce qui est clé, c'est la vitesse avec laquelle vous allez accompagner justement vos partenaires pour cette détection d'alerte. Hein, parce qu'il faut être vigilant en permanence et puis surtout extrêmement véloce. C'est ça? Exactement. En fait, dans la solution, ce qui est extrêmement important, la vitesse c'est une chose, mais il faut aussi donner des bons résultats. Oui, la pertinence de l'analyse. Si je donne pas les bons résultats, que je le fais très rapidement, ça va pas amener de beaucoup de valeur. C'est super. Donc on a vraiment travaillé sur un modèle qui est extrêmement véloce, qui apporte une très bonne précision et qui le fait rapidement. Il y a aussi un autre point, c'est que nous on fournit des rapports d'investigation et ces rapports en fait sont extrêmement profonds en termes d'investigation. On reste pas en surface par rapport à une alerte, on va vraiment descendre et on va rebondir sur des informations qu'on a découvertes. En fait, notre IA va se connecter à différents systèmes et va permettre d'aller découvrir des informations complémentaires sur lesquelles on va pouvoir investiguer. Et du coup, on va avoir un rapport extrêmement complet. Donc, c'est vraiment des points clés. Et le travail que nous, on fait rapidement et de manière assez précise, ça va amener un ROI en fait, par rapport à nos clients et nos partenaires. Parce qu'en fait, le travail que Kevlar fait, c'est le travail que fait un humain, mais beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que pour la même tâche, globalement, un humain va mettre 30 minutes. Kevlar va mettre entre 3 et 4 minutes. Donc les 26 minutes qu'on a gagnées, l'humain peut l'utiliser à faire des choses plus intéressantes. Oui, surtout quand on regarde le flux d'alerte et la volumétrie des attaques, ça a du sens de grappiller des minutes un peu partout. Tout à fait. Et ça a aussi du sens de traiter des alertes qui n'étaient pas forcément regardées aujourd'hui. C'est-à-dire que l'IA va être capable d'aller regarder des choses qu'on n'avait pas le temps de regarder jusqu'ici. On peut les envoyer à l'IA qui va faire un vrai travail d'investigation et qui va aller ensuite fournir un rapport complet. Et ce qui permet aussi de détecter des signaux faibles, parfois là où c'était même pas regardé en fait. Alors c'est quoi votre prochaine échéance, j'ai envie de dire, la prochaine étape, grande étape pour votre activité? Alors pour Kevlar, ça va être de s'étendre encore plus. Donc aujourd'hui, on est une société française qui... Vous êtes combien aujourd'hui? On est une cinquantaine. Ouais. Je suis arrivé au début 2025, on était 15, donc on a déjà pas mal grossi. Et l'échéance sur 2026, c'est d'arriver à plus de 100 personnes, autour de 120 personnes. On a annoncé une levée de fonds très récemment de 30 millions de dollars. Donc on a des moyens derrière. L'échéance, je dirais, la prochaine échéance, ça va être d'aller conquérir un petit peu le marché américain. Donc on va ouvrir une succursale aux États-Unis pour justement adresser le marché américain, où il y a de la concurrence et où on a envie d'aller montrer nos forces. Et l'adressage du marché européen aujourd'hui, comment ça se répartit? On a déjà des clients en France, en Allemagne, en Suède. On a des clients, alors pas l'Europe au sens du terme, mais en Angleterre. Donc on a déjà des clients vraiment répartis. Encore une fois, des clients grands comptes et clients MSSP. Et voilà, on a déjà des clients aux États-Unis au passage, mais voilà, l'idée c'est d'aller vraiment s'étendre sur ce marché américain. Comment on déploie la solution aujourd'hui? C'est pas évident de se connecter à tous ces... En fait, on est une solution SaaS et on a des connecteurs très simples pour se connecter sur l'écosystème du client. C'est uniquement rentrer des clés API, donc c'est vraiment très simple. La petite anecdote, c'est que notre client qui a fait l'intégration Kevlar la plus rapide, c'était 10 minutes. Donc globalement, ça peut s'intégrer relativement vite. Ensuite, on a un autre moyen de déploiement. Pour des clients avec une confidentialité peut-être un peu plus importante, on va pouvoir se déployer sur des plateformes cloud, mais qui appartiennent aux clients. Donc sur du GCP ou du Azure appartenant aux clients. On a les mêmes capacités que sur le SaaS, juste le client a sa donnée en propre sur ses infrastructures. La solution, elle est quoi? Elle est conteneurisée? On met ça sur une... C'est du Kubernetes derrière. Tout à fait. D'accord, ça se déploie comme ça. Comment
Parce que finalement, si on regarde le discours officiel de tous les gens qui font des SIEM et ce genre de choses, c'est de se dire on va mettre de l'IA justement pour trier des alertes. Qu'est-ce qui vous différencie, vous et qu'est-ce qui fait votre point de pertinence et de différenciation? Déjà, on a des clients et on le fait vraiment en production dans des environnements assez intenses, on va dire. Ouais. Ce qui fait vraiment la différence, ce que je disais, là, il y a deux choses. L'architecture qu'on a mis en place, parce que c'est extrêmement important. On parle beaucoup de LLM, notre cœur d'orchestration n'est pas 100% sur du LLM. En fait, on a un cœur d'orchestration qui est basé sur un graphe de connaissances qui va amener en fait de la consistance et qui est un des points extrêmement importants. On a fait une étude en fin d'année dernière où on avait pris 180 alertes qu'on avait relancées une centaine de fois. On avait fourni ça à un LLM en lui disant voici l'alerte, voici les outils auxquels tu as accès et ensuite donne-nous un plan d'investigation. Et on a constaté que un LLM, par défaut, allait avoir 75% de constance sur les investigations quand l'investigation était très simple, 3 étapes. Quand on arrivait à 15-20 étapes d'investigation, c'était 1%. Et aujourd'hui, dans les SOC, dans les centres opérationnels de cybersécurité, la constance elle est extrêmement importante. On aime bien avoir des procédures qui soient répétables. On a des playbooks qui sont utilisés, qui sont répétables. Donc, une IA doit aussi faire les choses de manière répétable. On n'a pas de playbook derrière. Du coup, on doit avoir vraiment une constance dans la manière dont on va opérer. Et c'est exactement ce point d'architecture qui a été fait. Le deuxième point, c'est la profondeur d'investigation que j'évoquais. Beaucoup en fait vont rester un petit peu en surface, vont faire ce qu'on appelle du triage, donc juste dire c'est malveillant, c'est pas malveillant. Nous, on va vraiment aller faire une investigation, aller plus loin, essayer de remonter à la root cause et donner vraiment le plus d'informations possible, avec la transparence aussi qui est nécessaire, qu'on nécessite. Dans notre rapport, on va montrer quel appel API j'ai fait sur un outil et quelle a été la réponse et quelle a été la conclusion de Kevlar par rapport à ça. Oui, donc en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas juste du tri d'alerte, il y a vraiment tout un aspect forensique finalement derrière. Est-ce que ça veut dire que le SOC de demain, c'est une armée d'experts qui pilotent des agents IA? Je ne sais pas si c'est ça exactement, mais s'ils n'utilisent pas l'IA, ils vont être en retard par rapport aux attaquants qui l'utilisent déjà. On voit vraiment aujourd'hui que toute une partie du travail du SOC est relativement répétitif. Et globalement, les humains ont de meilleures choses à faire que de regarder des alertes de phishing toute la journée, par exemple. Donc on donne ce travail-là à une IA. L'analyste peut piloter l'IA, revoir les rapports, ou alors faire des choses à valeur ajoutée, faire du detection engineering ou faire de la réponse à incident qui vont, eux, nécessiter potentiellement plus de jus de cerveau humain. Ouais, finalement, le vrai luxe pour un analyste, c'est d'avoir le temps d'enquêter. Donc ils ont la peau dure chez Kevlar AI. Merci Jean-Baptiste Guglielmin. Excusez-moi pour avoir écorché votre nom. Donc, en rappel, cet après-midi, vous allez recevoir le prix de la croissance avec cette effectivement solution d'intelligence artificielle appliquée au centre d'opération de sécurité qui automatise le tri et l'analyse des alertes. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Et on continue. On continue et on clôture cette émission par un dernier invité. Alors qui fut un start. Oui, c'est ça. Voilà, on dit quoi, une scale-up de nos jours, c'est ça? Bonjour Grégoire Germain, vous êtes le CEO d'Arfang Lab. Alors, d'un mot, peut-être rappeler un peu ce que vous faites aujourd'hui au FIC. Vous ne faites pas seulement que passer ici. Non, pas, c'est loin d'être le cas d'ailleurs. On peut dire que quand même c'est l'histoire d'une start-up française qui a réussi le passage le plus dur, qui est celui de sortir du récit souverain et puis de la pépite supportée par l'ANSSI pour entrer dans la catégorie des acteurs qui sont devenus non seulement crédibles à grande échelle, mais qui sont même, et c'est hyper rare pour des acteurs européens et des acteurs français, cités dans les analyses du Forrester. Oui, c'est vrai, merci pour cette intro et cette opportunité de présenter donc Arfang Lab. Je suis Grégoire Germain, le CEO et cofondateur de cette société, qui a 8 ans maintenant. Donc effectivement, en 8 ans, on a fait un beau parcours. Alors, je ne dirais pas qu'on est arrivé complètement, on finit une étape. Effectivement, on était une start-up. On s'est imposé par de l'innovation sur un marché qui était quand même un petit peu occupé par essentiellement des solutions non européennes. Et nous, on s'est positionné sur un différenciant énorme qui est l'autonomie stratégique. À l'époque, il y a 8 ans, on nous regardait en disant « Non mais qu'est-ce que c'est que ces gars-là? Ils vont encore nous inventer un truc. » Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, tout le monde dit « Ah ouais, d'accord, ça y est, on a compris ce que c'était l'autonomie stratégique. »
Voilà. Il y en a qui parlent de souveraineté. Nous, on parle d'autonomie stratégique parce qu'on offre la capacité à nos clients, à nos partenaires, parce qu'on travaille beaucoup avec des partenaires, d'être autonomes stratégiquement sur leurs données, sur leur IT. Et c'est ça notre grosse force, c'est ça notre principale innovation. Et derrière ce mot-là, ça sous-tend plein de technologies, plein d'infrastructures, d'architectures qui permettent de réaliser ça. Donc concrètement, qu'est-ce que vous fournissez comme solution et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous continuez à vous distinguer et à pouvoir conquérir de nouveaux marchés? Voilà, alors nous, on est un acteur du workspace. C'est-à-dire ce gros mot, c'est le poste, c'est l'espace de travail. Donc on a commencé par déployer des EDR, Endpoint Detection and Response, des antivirus. Donc tout ça, c'est des produits qu'on a. On a le scanner de vulnérabilité, demain la compliance. On travaille sur tout ce qui est protection du poste de travail dans son ensemble. On va vers l'identité, on va vers l'extension qui sont les machines virtuelles en cloud, les containers. Tout ça, c'est notre espace qu'on est en train de conquérir petit à petit. Et donc, on est vraiment une plateforme de protection de l'espace de travail. On ne se brande plus comme une simple solution EDR, ce qui a fait notre succès initial, qui nous a permis de remporter nos 800 premiers clients aujourd'hui, puisqu'on en a plus de 800, et qui aujourd'hui nous positionne comme un véritable acteur. Et vous l'avez dit, en fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est de réussir à créer une plateforme européenne sur ce domaine qui est vraiment naissant, qui est un peu bouleversé, ça ne vous a pas échappé, par l'IA. Donc nous, l'IA, ce n'est pas quelque chose qu'on a appris, on a appréhendé depuis un mois. On en a toujours fait. Au début, on appelait ça des algorithmes statistiques. Après, on a parlé de réseaux de neurones. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on projette des réseaux de neurones au cœur de nos agents qui sont déployés au cœur des réseaux les plus sensibles. Et ça, c'est de l'IA qu'on fait depuis le début. Et aujourd'hui, bien sûr, on est sur les modèles, les grands modèles. Et on arrive même à déployer ça on-premises, c'est-à-dire dans les infrastructures du client. Et ça, c'est encore un énorme différenciant. Et vous pourrez dire demain que vous faites aussi de la prose, monsieur Jourdain. On va rappeler que Harfang Lab a été le premier EDR certifié CSPN par l'ANSSI. Qui a été qualifié aussi, oui, voilà, qualifié par l'ANSSI, certifié et qualifié, et que aujourd'hui vous avez même obtenu la certification BSZ du BSI allemand, ce qui prouve que vous étendez à l'Europe, quoi. Voilà, on fait 10% de notre chiffre. Vous savez, vous avez parlé de start-up, de scale-up. Nous, c'est une boîte je gère la société comme un bon père de famille. On avance pas à pas. Et aujourd'hui, on a fait un focus sur notre expansion internationale en Europe, et particulièrement la région d'Ar. Région d'Ar, Allemagne. Donc, même méthode qu'en France. On fait ce qu'il y a de plus dur, les certifications. On a une posture de solution ouverte, transparente. On vise sur l'excellence à chaque fois technique. C'est ça qui est reconnu. Alors ça, c'est quelque chose qui vous permet de raccourcir la signature de contrat, c'est ça? De rassurer avec justement l'ensemble de C'est une barrière à l'entrée. Ouais. Aujourd'hui, il y a une énorme profondeur de marché en Europe qui est ce qu'on appelle le mission critical. Ça comprend tout. On pense aux OIV, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute l'industrie de défense, il y a toutes les banques, secteur financier, et puis il y a toutes les supply chains, l'énergie, tout ça. C'est énorme. Donc en fait, on a besoin de solutions vraiment de confiance. Pour avoir une solution de confiance, il faut se prêter au jeu, avoir un tiers de confiance. L'ANSSI, le BSI, ils sont là pour ça. Et donc on se soumet à ce genre d'épreuve. Alors Grégoire, les mêmes questions qu'auprès d'Edouard de Rémur. Comme on l'a rappelé, c'est pas un start-upper comme les autres, une sorte de multi-récidiviste, comme on dit. C'est quoi les bons conseils à donner justement pour arriver à percer sur un marché, à innover, à pouvoir embarquer et passer à l'échelle en fait, derrière. Ouais. Alors, passer à l'échelle, c'est ce qu'on est en train de faire. Très honnêtement, on arrive à un plafond de verre. On a fait une start-up, ça fait quoi? Ça a une idée, ça la développe, ça se structure bien. Ça doit être très professionnel techniquement. Toutes les start-up ne réussissent pas pour plein de raisons qui sont managériales, qui sont de choix techniques et surtout dans des impasses, qui sont le jeu de la concurrence. Il y a plein de raisons pour lesquelles on ne réussit pas. Quand on réussit, c'est qu'on a les moyens de réussir, donc on fait des levées de fonds. C'est ce qu'on a fait à 2 reprises. Et après, il faut essayer de grandir. Une fois qu'on est rentable, c'est notre cas, on a atteint la rentabilité. Donc ça nous ouvre un champ des possibles énorme. Et ça va être de faire de la consolidation. C'est ça le passage à l'échelle. À quel moment vous vous êtes dit, ça y est, Harfang Lab, c'est plus une start-up prometteuse, c'est une boîte qui peut commencer à jouer dans la cour des grands?
Il y a un moment où vous vous êtes dit ça et qu'est-ce qui fait que soudain on se dit ah bah tiens, Alors, on a franchi une étape. déjà, c'est quand vous avez des grands clients très exigeants, secteur bancaire par exemple, secteur de la défense, qui nous font confiance sur des parcs énormes. Hein, on a des clients qui représentent plusieurs centaines de milliers de endpoints, de terminaux qu'on sécurise, des endroits extrêmement sensibles. Et donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et quand on arrive à faire ça, on se dit qu'on a créé une barrière à l'entrée technologique assez énorme. Ça, c'est un premier fait. Et donc après, il faut savoir si le marché, parce que c'est bien de faire des belles choses, si le marché n'est pas là, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, on se rend compte avec la rentabilité et avec ce que je viens de vous dire, qu'il y a une vraie profondeur de marché. Et là, on peut accélérer. C'est-à-dire que c'est répétable ce qu'on a fait. C'est répétable à l'échelle européenne. Et donc on va grandir à l'échelle européenne comme ça. Donc c'est maintenant qu'on se rend compte. Et là, on a besoin de partenaires pour exécuter ça. Ça peut être des partenaires technologiques. C'est ce qu'on a fait avec Icarus en Autriche. Des partenaires de distribution, des partenaires MSSP, des SOC providers. On les a quasiment, les plus grands en France travaillent avec nous. C'est comme ça qu'on voit que le marché nous attend, que la solution est répétable et qu'on commence à être une vraie alternative aux géants essentiellement israélo-américains. Faut pas se leurrer. Et en fait, on voit qu'on gagne contre ces gens-là. Donc c'est là qu'on sait qu'on a vraiment la confiance de nos clients finaux. Et comment on arrive à maintenir justement l'exigence d'innovation? Parce qu'en permanence, il faut être en veille, il faut regarder dans le rétroviseur, il faut être presque paranoïaque. Comment est-ce que vous accompagnez justement vos équipes pour arriver à tenir bon un cap? Alors nous, chaque cas est particulier. J'entendais une recette. En fait, c'est très difficile quand on est entrepreneur de donner une recette. Je pense qu'il n'y a aucun entrepreneur qui est capable honnêtement, humblement, de dire qu'il a la martingale. La recette, ouais, c'est pas possible, ça dépend de son marché, ça dépend. Et puis je vais dire, il y a presque de la chance aussi à un moment. Maintenir l'innovation, c'est une très bonne question, surtout en ce moment. Vous avez, on parle on est dans le software, donc le code il est bouleversé par les IA. Que fait une IA? C'est capable de développer du code, dans quelles conditions, pour quels environnements. Donc il y a beaucoup d'innovation à la fois dans la méthode de travail, dans la méthode de créer des produits. Il y a de l'innovation dans la manière d'atteindre le marché, le go-to-market. Et il y a toujours l'innovation purement technologique sur quel savoir-faire, quelle expertise on est capable d'accrocher, de mettre dans notre produit. Et aujourd'hui, c'est fantastique parce que on a plein d'outils qui nous permettent de mettre ce qu'il y a dans le cerveau d'un homme dans un produit. Et donc ça va être une révolution. Et là, il y a beaucoup de champs d'innovation. Et votre prochaine étape, là, est-ce que c'est en termes de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est la conquête d'un nouveau client? La conquête déjà de l'Europe, a priori. Ouais, on va en Europe. Arfang Lab, c'est une société qui fait 20 millions d'ARR et qui va monter à 100 millions en 4-5 ans. Donc c'est ça qu'on doit réaliser. Donc c'est sa croissance. Voilà, donc c'est la croissance. La croissance, ça passe par 3 piliers. C'est la croissance organique. Donc du MEX qu'on fait nous-mêmes, on a des nouveaux produits, on sort des nouveaux produits en ce moment, on va encore sortir des produits cette année, on en a sorti l'année dernière, j'ai parlé de l'EPP, du scan de vulne, il y a l'identité qui arrive, il y a plein de choses qui vont arriver. Et ça c'est les partenariats technologiques qu'on fait comme on a dit avec Icarus. Et puis après il y a la croissance externe, c'est-à-dire se donner la capacité de consolider la filière en rachetant d'autres sociétés. Et donc ça passe par des levées de fonds, de trouver des partenaires financiers suffisamment solides qui sont capables de nous accompagner. Et ça, c'est un énorme challenge. C'est un challenge européen. Ouais. Et je vous assure que c'est pas facile. Ouais, surtout que, en fait, quand on regarde, vous êtes quand même sur un marché où il y a des géants qui sont bien installés, enfin qui étaient bien installés même avant que vous arriviez. Et du coup, il faut quoi? Il faut une meilleure techno, il faut une meilleure exécution, et il faut une forme d'obstination permanente et continue. Si on est là, c'est qu'on est bon technologiquement et qu'on est au niveau des plus grands. Nos concurrents, hein, vous les connaissez, c'est du CrowdStrike, du SentinelOne et d'autres. On est à ce niveau-là. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, les clients. Après, effectivement, on se bat sur tout un tas de comptes. Je pense que le différenciant, ce que je vous ai évoqué, l'autonomie stratégique, nous, on a un marché et on est bien positionné sur ce marché. On sait ce qu'on veut faire, on sait où on va, on sait exactement la valeur qu'on apporte. Voilà, il faut être concentré sur... c'est un peu le conseil que je donnerais, il ne faut pas s'éparpiller, il faut rester sur un marché qu'on maîtrise bien et dans lequel notre proposition de valeur elle résonne parfaitement, ce qui est le cas.
Et ça, c'est une pointe de tungstène qu'on lance. Et là, ça marche. Rester focus, maintenir sa trajectoire, accompagner sa croissance. Merci Grégoire Germain d'être venu, non pas nous donner une recette de cuisine toute faite, mais en tout cas de nous expliquer un petit peu votre parcours singulier, votre obstination et puis cette conquête que certains pensaient encore impossible. Aujourd'hui, on voit bien que les acteurs français et européens sont vraiment à niveau et au-delà de votre savoir-faire, maintenant il va falloir le faire savoir et c'est la raison pour laquelle on vous a embarqué ce matin avec nous. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau pour clôturer cette séquence dédiée aux startups et à l'innovation. Voilà, et on l'a vu Loïc tout au long de cette séquence. Ce qu'il faut avant tout, c'est non pas une idée originale, mais vraiment des équipes performantes, cette capacité à se remettre en cause, d'écouter ce marché qui est compliqué, d'utiliser effectivement les leviers différenciants. Et puis on le voit résumé là juste à l'instant, ce terme d'autonomie stratégique qu'on pensait être presque une blague il y a encore quelques années, de quoi parlions-nous exactement et maintenant on voit bien à quel point ça commence à être tendu et exigeant aujourd'hui pour essayer de se prémunir contre des risques qu'on a du mal encore aujourd'hui. Oui, mais encore une fois, c'est la preuve qu'il y a de l'innovation en France, ce que j'aime en dire, Europe. c'est qu'on est parfois une voix qui crie dans le désert. Bon nous voilà, on nous compare au Rafale de la cybersécurité, c'est ça qu'il faut faire et ça existe. Voilà, vous avez la preuve. Bravo. Merci, voilà, ça conclut parfaitement. Et on va enchaîner un peu plus tard dans la journée sur une deuxième émission consacrée à l'IA dans la cybersécurité. Absolument. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour cette seconde émission.